C'est l'objet le plus observé du ciel. On le photographie en continu depuis l'espace, on le surveille seconde par seconde, on connaît sa masse, sa température, sa composition. Il éclaire toute notre histoire et il occupe à lui seul plus de 99% de la masse du système solaire. Et pourtant, jusqu'à l'an dernier, il restait 2 endroits du Soleil que personne n'avait jamais vus. Depuis le sol, même dans les conditions les plus favorables, quand la Lune s'interpose exactement et découvre la couronne, on ne voit toujours que la même chose, la tranche. Le Soleil nous présente éternellement son équateur. Ses pôles, eux, restent obstinément hors de portée du regard. La raison est géométrique et elle est têtue. Le système solaire est plat, les planètes tournent presque toutes dans le même plan, celui que les astronomes appellent l'écliptique. La Terre est dans ce plan, nos télescopes aussi, et toutes les sondes envoyées vers le Soleil y sont restées. Comme l'axe du Soleil est à peu près perpendiculaire à ce disque, regarder notre étoile depuis la Terre, c'est la regarder par le côté. Pour en voir un pôle, il faudrait sortir du plan, et cela coûte une énergie que nos fusées n'ont pas. La solution a été de ne pas la dépenser. Une sonde européenne est allée frôler Vénus à plusieurs reprises, et à chaque passage, la gravité de la planète a incliné un peu plus son orbite, gratuitement. Le 18 février de l'an dernier, un dernier survol l'a fait passer à moins de 400 km. Son orbite s'est redressée d'un coup. Ce qu'on voit ici, c'est la surface du Soleil vue de très près. Chacun de ces grains est une colonne de gaz brûlant qui monte, s'étale, refroidit et replonge. Ils font environ 1000 km de large, la largeur de la France, et ils se renouvellent en quelques minutes. Cette agitation permanente est une machine. C'est elle qui fabrique le champ magnétique du Soleil. Voici ce qu'elle a envoyé. Ce n'est pas une reconstitution, ce n'est pas une vue d'artiste. C'est le pôle sud du Soleil, photographié par en dessous. Une sonde était déjà passée au-dessus des pôles dans les années 90, en passant par Jupiter, mais elle n'emportait aucune caméra. Ces images-là sont les premières. Ces lignes fines sont la grille de coordonnées ajoutée par les scientifiques. Tout le reste est du gaz à 1 million de degrés. Et là, une surprise. Un aimant ordinaire à un pôle nord et un pôle sud, nettement séparés. On s'attendait à retrouver cela sur le Soleil, une polarité au nord, l'autre au sud. Ce que l'instrument mesure au pôle sud, c'est un mélange. Les 2 polarités sont présentes en même temps, au même endroit, en taches enchevêtrées. Le champ magnétique du Soleil, en ce moment, n'a plus de pôle net du tout. Ce désordre n'est ni une anomalie, ni une panne. C'est un calendrier. Le Soleil est en train d'inverser son champ magnétique, ce qu'il fait tous les 11 ans environ. Ce que vous voyez ici, ce sont les lignes de champ calculées à partir des mesures. En vert, une polarité, en violet, l'autre. Au minimum d'activité, elles sont bien rangées aux 2 extrémités. Au maximum, elles s'en mêlent partout, y compris au pôle. Ce n'est pas un détail théorique. Quand les lignes de champ s'en mêlent, elles finissent par se rompre et se reconnecter brutalement. Les plus grandes libèrent en quelques minutes des dizaines de milliers de fois ce que l'humanité consomme en une année entière. Une partie part en lumière, une autre en particules lancées dans toutes les directions à plusieurs millions de km/h. Quand ce vent chargé atteint la Terre, il rencontre notre propre champ magnétique. Celui-ci le dévie, l'étire, se déforme comme une bulle dans un courant. La plus grande partie des particules glisse autour de nous et repart. Mais une fraction descend, guidée par les lignes de champ, et plonge vers les 2 seuls endroits où le bouclier est ouvert, nos propres pôles. Alors le ciel s'allume, ces particules percutent les atomes de la haute atmosphère et les font briller, vert pour l'oxygène, rouge et violet plus haut. En mai 2024, l'orage magnétique a été assez violent pour descendre très loin vers le sud et des gens qui n'avaient jamais vu d'aurore en ont photographié depuis leur jardin. Ce que vous regardez ici, c'est du désordre magnétique solaire arrivé jusqu'au-dessus d'une rue. Ce rythme est le battement de fond de notre étoile. Pendant environ 11 ans, l'activité monte, les tâches se multiplient, les éruptions deviennent quotidiennes. Au sommet, le champ bascule. Ce qui était nord devient sud. Puis l'activité retombe et 11 ans plus tard, le champ bascule à nouveau. Il faut donc environ 22 ans pour que le Soleil revienne vraiment à son état de départ. Nous sommes actuellement au moment du basculement. Vu depuis l'orbite, la même chose prend sa forme réelle. Un anneau de lumière qui entoure le pôle en permanence. Il ne s'éteint jamais complètement. Il grossit quand le Soleil s'agite, il se rétracte quand il se calme. C'est littéralement un compteur de l'humeur du Soleil dessiné sur l'atmosphère terrestre. Toute cette matière doit bien partir quelque part. Le Soleil perd en permanence une partie de lui-même, sous forme d'un vent de particules qui souffle dans toutes les directions. Et c'est précisément au pôle que ce vent est le plus rapide, parce que les lignes de champ y sont ouvertes sur l'espace, au lieu de retomber en boucle sur la surface.
Et voici le résultat le plus récent, publié il y a quelques mois. En observant enfin depuis le dessus, on a pu mesurer une chose qu'on ne faisait jusque-là qu'estimer, la vitesse à laquelle le magnétisme remonte vers le pôle. Les taches solaires naissent aux latitudes moyennes. Leur champ magnétique ne reste pas sur place. Il migre lentement vers le haut, comme un tapis roulant. La mesure donne 10 à 20 mètres par seconde. C'est la vitesse d'une voiture en ville et c'est plus rapide que ce que plusieurs modèles supposaient. Cette lenteur apparente décide de tout. Le magnétisme qui remonte vers le pôle vient annuler celui qui s'y trouve déjà, puis le remplace par la polarité inverse. C'est ce transport étalé sur des années qui produit le basculement. Connaître sa vitesse, c'est connaître le moteur de l'horloge. Il y a une raison très concrète de vouloir mesurer le champ des pôles, c'est le meilleur indicateur connu de l'intensité du cycle suivant. Un champ polaire fort au moment du calme annonce un cycle suivant agité, un champ faible annonce un cycle mou. Or, les estimations publiées fin 2025 donnent, pour mars de cette année, un champ polaire nord exceptionnellement faible, le plus faible des 5 derniers cycles. Si cela se confirme, le prochain cycle solaire sera discret. Il faut être prudent sur ce point. Ces prévisions portent sur une moyenne, pas sur un jour donné. Un cycle faible ne veut pas dire un cycle sans danger. Des éruptions très violentes sont survenues pendant des cycles modestes, et ces mesures polaires sont encore récentes. Elles couvrent quelques mois d'observation, pas un cycle entier. La sonde n'a pas fini de grimper. Elle est passée à environ 17 degrés au-dessus du plan. Fin cette année, un nouveau survol de Vénus la portera à 24 degrés, et les suivants à 33. Chaque passage la place un peu plus haut et découvre un peu mieux ce qui se joue au sommet de notre étoile. Nous avons mis 4 siècles à cartographier la surface du Soleil. Nous venons, l'an dernier, d'en apercevoir le haut pour la première fois. Toutes les images de ce film sont des documents réels et libres de droit, provenant de l'Agence spatiale européenne, de la NASA et de Wikimedia Commons. Les schémas explicatifs sont des réalisations originales. Et chaque chiffre avancé dans ce reportage provient des publications scientifiques citées à l'écran.